Mon nom, c'est François Brault. J'étais un travailleur charpentier-menuisier dans le domaine de la construction. Moi, j'ai eu une rencontre avec mon chargé de projet. Il m'a proposé un chantier. C'est un projet de 3,5 millions avec des 4,5, des 5,5, puis c'était un 19 logements. J'avais tout à gérer cette situation-là, clé en main. Quand je suis arrivé là-bas, là, il n'y avait rien de préparé. Niveau sécurité, il n'y avait rien de fait. Rien de fait. Puis, tous les problèmes que j'ai eus, c'est moi qui devais me débrouiller avec ça. J'appelais mon chargé de projet. Il me disait, débrouille-toi avec ça. Es-tu capable de te débrouiller avec ça? Ma réponse était oui, je suis capable. J'acceptais tout le temps qu'ils me mettent du sable dans mon pack-sac, dans mon sac d'outils, autrement dit. Là. À un moment donné, je pensais que c'était pour en finir un jour, mais c'était tous les jours. Il y avait des problèmes. Tous les jours. Quand ils ont fait les fondations, ils ont fait au mois de janvier, dans le gel. Le sol était gelé. C'était pas ma responsabilité, des fondations. Moi, j'avais une bâtisse à mettre dessus. Quand j'ai mis la bâtisse dessus, au début juin, la bâtisse, elle s'est effondrée de 5 pouces par le centre. Quand vous mettez une bâtisse, vous bâtissez, puis vous avez mis du temps, des heures, puis m'occuper de tout ça, puis quand tu as fini de bâtir, puis la bâtisse s'effondre de 5 pouces. Demandez n'importe qui travaille dans la construction, c'est un coup de couteau au cœur, ça vient de te faire mal encore bien plus. Quand je suis arrivé, puis j'ai parlé au chargé de projet, là, qui me disait qu'il me mettait dehors. Là, c'est un autre bâtisse qui est tombé à terre aussi. C'est moi qui ai planté. Ça. J'ai été 5 semaines couché dans le lit sans bouger. 5 semaines avant de rencontrer le médecin. Puis c'est le médecin qui m'a dit que j'étais en dépression, ma chère. Je savais même pas que c'était une dépression. Je savais même pas ce que c'était. Mon nom est Michel Vézina. Je suis médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, spécialisé particulièrement en santé psychologique au travail. L'importance du problème des santé mentale au Québec, surtout santé mentale attribuable au travail, est de plus en plus connue. On a fait, par exemple, en 2008, une vaste enquête représentative de l'ensemble de la population au travail au Québec. On a mesuré l'importance des symptômes dépressifs sévères. Des gens qui ont plus le goût de rien faire alors qu'ils avaient le goût de travailler ou de faire beaucoup d'autres choses avant, ou encore qui pleurent tout le temps, qui ont une humeur dépressive. Et on a constaté que 12% des personnes au Québec avaient présenté des troubles dépressifs, des symptômes dépressifs importants. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que parmi ces 12%-là, 60% attribuaient ces troubles dépressifs ou ces symptômes dépressifs sévères à leur travail, en tout ou en partie. Pour moi, une dépression, en étant travailleur de la construction, pour moi, ça n'existe pas. Tu travailles, tu ne penses pas à tes problèmes. Quand tu es consciencieux, tu aimes ton travail, tu aimes ton métier, tu ne penses pas. Une personne à côté de toi, tu n'as pas le droit d'être malade. Blessé, oui, tu peux te blesser, mais moralement, j'avais de la misère à concevoir cette situation de maladie. Il existe un tabou entourant les problèmes de santé psychologique au travail. Les problèmes de santé psychologique en général, par rapport aux problèmes de santé physique. On a fait une étude chez les médecins, par exemple, qui avaient dû arrêter leur travail, arrêter de pratiquer pour un problème de santé psychologique, etc. Un nous disait, par exemple, si tu fais un infarctus, on va dire que tu as trop travaillé. Si tu fais un épuisement professionnel, on va dire que tu n'es pas assez fort. Tu n'as pas choisi le bon métier. D'autres nous disaient, par exemple, en quittant le travail de l'année dernière pour épuisement professionnel, personne ne s'est intéressé à moi. J'ai été hospitalisé pour un problème sérieux. Personne n'est venu me voir à l'hôpital. Par ailleurs, j'ai un collègue qui, lui, en sortant de l'école, il a glissé sur la glace, il s'est cassé une jambe, il a dû être hospitalisé un peu. Il a reçu des fleurs à l'hôpital, ils ont allé le voir à l'hôpital, ils ont même été allé le voir chez lui. Donc, c'est comme 2 poids, 2 mesures. Mon nom est Jean-Pierre Brun, je suis professeur de management à l'Université Laval, puis aussi expert conseil en qualité de vie au travail depuis 25 à 30 ans.
On constate en effet une augmentation des troubles d'ordre psychologique à 2 niveaux. D'abord, au niveau de la société dans son ensemble. L'OMS est la première à le dire que les dépressions majeures vont être la première cause d'invalidité sur la planète en 2020. Ça, c'est demain matin, ça. Mais on constate aussi ce même phénomène-là dans le monde du travail. Et là, en effet, la perspective de se dire c'est parce que les individus sont fragiles ou bien parce qu'ils ont certaines prédispositions tient moins, parce que d'abord, d'un milieu à un autre, on constate que les gens nous parlent des mêmes, ce que j'appelle facteurs de risque, des mêmes enjeux. Et aussi, de plus en plus, je dirais, d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, d'une génération à une autre, on entend aussi cette problématique-là émerger de manière de plus en plus importante. Moi, je m'appelle Daniel Gilbert, je suis conseiller syndical à la CSD depuis le 14 août 2006. Quand on regarde au niveau des statuts et règlements de la CSD, le premier article parle de la primauté de la personne. La centrale a été formée pratiquement sur ce mot-là. Primauté de la personne, c'est une personne complète, entière, physique, mentale. On a mis en place des visières, des lunettes de sécurité, des bouchons, des vestes de sécurité, des vêtements, des bottines à cape d'acier. On met des équipements près de toutes les machines. Mais on ne s'occupe pas du cerveau. Dès qu'arrive un problème avec un cerveau, on est démuni, on ne sait plus quoi faire. Tout le monde est à risque d'être visé par un problème de santé psychologique, comme tout le monde est à risque d'être visé par un problème de santé physique s'il est exposé à des facteurs de risque qui entraînent cette maladie-là. Le facteur de risque le premier à qui on pense, mais qui est peut-être pas le plus important, c'est la charge de travail. Les gens qui sont en surcharge de travail sont plus à risque. Il y a aussi le manque d'autonomie. Les gens qui sont obligés de suivre une règle, de suivre un protocole, qui n'ont pas la capacité de faire appel à leur créativité, qui n'ont pas la capacité de contrôler ce qu'ils font, ou de participer aux décisions qui les concernent. Ça, c'est tout le volet autonomie qui est majeur, qui est reconnu depuis longtemps. L'autre dimension, c'est le soutien social, l'esprit d'équipe, l'aide et la collaboration sur lesquelles on peut compter, qu'elles viennent du supérieur ou qu'elles viennent des collègues. Et finalement, la reconnaissance. La reconnaissance qui se manifeste par la reconnaissance monétaire, la reconnaissance organisationnelle liée à la sécurité d'emploi, même la reconnaissance sociale liée au respect et à l'estime qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas. Avec le soutien social, il faut aussi mentionner le harcèlement psychologique ou les conflits ou les perturbations qu'on appelle dans le jargon des rapports sociaux. Donc, non seulement vous n'avez pas de soutien, mais en plus, vos collègues vous harcèlent ou votre supérieur vous harcèle. Donc, ça ajoute en soi un facteur de risque particulier. J'ai un salarié a déposé une plainte pour harcèlement psychologique. Et puis, l'employeur, constamment, le harcelait, lui tirait des papiers, le traitait de niaiseux, suivait toutes ses affaires pas à pas, le ridiculisait lors des rencontres, lors de certains meetings qui se tenaient sur les lieux du travail, le ridiculisait lors de formations, s'amusait à le pointer devant les autres. Et puis, le travailleur a craqué, a déposé une plainte pour harcèlement. On a 13 témoins. Avec le président du syndicat, on les a rencontrés, les 13. Pour s'apercevoir, quand on regardait les noms des 13 témoins, qu'on leur relatait les faits où ils étaient mentionnés sur les différentes étapes de la plainte, les dates, les événements, les rencontres de formation ou quoi que ce soit, les 13 ne se rappelaient plus de rien, avaient oublié, ou c'était pas grave, ou c'était pas tellement important ce qui s'était passé. Le témoin a un rôle majeur parce que le harceleur carbure au silence des témoins et la situation va perdurer s'il sent qu'il n'y a pas de résistance. D'où l'importance que le témoin, même si ça prend beaucoup de courage, puisse se faire connaître, se faire savoir à l'autre que c'est irrespectueux ce qui vient d'être fait, ce qui vient d'être dit. Il faut dire qu'à l'époque, dans cette entreprise-là, il y avait un climat de terreur un peu installé où l'employeur manipulait beaucoup les opinions et puis beaucoup de menaces de congédiement. Les gens ne voulaient pas beaucoup intervenir. Il y avait peur des répercussions ensuite et puis des conséquences du fait d'appuyer le travailleur et le syndicat dans les démarches. Plus il y a de l'abus dans l'entreprise, plus les gens vont vouloir éviter d'attirer attention à leur situation. Et donc, à la dernière minute, ils vont se décommander, ils vont dire « Je sais que c'est arrivé, mais je peux pas aller témoigner pour toi parce que j'ai des enfants, je veux pas perdre ma job. » Quand on a vu que les 13 témoins n'ont pas voulu collaborer, puis le travailleur il a fait une grosse dépression. Une grosse dépression, ça l'a presque amené une séparation. On s'est ramassé avec un dossier où il n'y avait rien de solide. Puis le travailleur, en craquant comme il l'a fait, il était plus capable d'aller au bout non plus. Donc, il a fallu en venir à retirer la plainte. Il y a des conditions de travail qui mènent au harcèlement psychologique.
si on met les travailleurs en compétition les uns avec les autres. Par exemple, un employeur qui dit, bien, à chaque équipe de 5, il y en a un des 5 que je vais mettre à pied, puis je vais envoyer un avis de mise à pied à tout le monde, puis là, vous allez voir qui est le plus performant entre vous 5, puis les 4 plus performants restent. C'est une manière garantie pour rendre malade les 5. L'employeur doit réaliser que c'est pas une manière de gérer son monde. Le syndicat doit le voir, et très souvent, le syndicat le voit, mais le subit. Mais je peux vous dire aussi que les gestionnaires locaux subissent aussi des décisions qui viennent d'en haut. Et c'est la décision qui vient en haut qui cause les maladies en bas. Nous sommes intervenantes sociales dans un milieu où les gens ont besoin d'un support psychologique, ont besoin d'aide pour se reconstruire. Ce qui devient agressant, c'est la peur de s'exprimer auprès de la direction à un certain moment donné quand on te remet toujours en doute. On te dit, t'aurais peut-être dû dire ça, t'aurais peut-être dû faire ça. Si t'avais proposé ça, ça aurait pas été mieux. Alors, tout ce doute-là t'amène à être hyper vigilante dans le travail que t'effectues, ce que tu n'as pas habituellement. Alors, cette hyper-vigilance-là que tu développes t'amène dans une très grande fatigue, dans une émotion de non-accomplissement du travail qui, par contre, habituellement est très apprécié de la part de la clientèle, mais qui est remis en doute de la part de la direction. L'absence d'estime de soi, on dit souvent, c'est l'antichambre de la dépression. C'est un risque accru de ne pas se reconnaître, de ne pas être fier de soi, de ne pas être satisfait de soi, de ce qu'on a fait. Quand ça commence, c'est comme si quelqu'un faisait un petit trou dans toi. Un tout petit trou. Un petit trou sur ta confiance. Un petit trou sur ta manière de penser que tu es. Tu sais, un petit trou sur ton être à toi. Il ouvre un petit morceau, un petit trou. Puis le temps passant, les réflexions passant, tu t'enterres. Tu t'enterres parce que le trou, il ragrandit. Puis t'as plus rien pour le boucher parce qu'il n'y a personne. Parce que la personne qui aurait pu t'aider à te relever, c'est elle qui fait le trou. Puis c'est la personne pour qui tu travailles. Les problèmes de santé psychologique, ça n'arrive pas un beau matin comme ça, spontanément, sans s'être annoncé. C'est progressif, du bien-être relatif dans lequel plusieurs personnes se retrouvent. On peut rapidement passer à la détresse psychologique, à passer à un état où on est plus anxieux, plus déprimé, plus irritable, plus fatigué. Et par la suite, si la situation de travail n'est pas changée, on va aller toujours plus loin, plus malade. Une des questions, je pense, les plus importantes, c'est celle de la charge de travail. La fameuse idée de faire plus avec moins, là, je pense que si on est rendu au bout du rouleau là-dessus, là, puis on l'a fait. Là. Mais là, c'est au dépend de la santé des gens que c'est en train de se faire. On l'a fait au dépend des postes. On a coupé des postes pour être capable de faire plus avec moins. Mais là, on peut moins couper de postes et donc on le fait au dépend de la santé des gens. Et on voit de plus en plus de gens qui sont préoccupés par cette question-là. Deuxième élément, c'est le changement. Tout change à l'heure actuelle. Plusieurs changements en même temps. Et avez-vous remarqué, pendant qu'on fait les changements, on n'arrête pas de faire notre travail. Là. Et donc, ça se rajoute à ce qui doit être mis en œuvre. Et ce changement-là, il faut le dire quand même, dans la plupart des cas, est source d'inquiétude pour les gens. Dans le milieu de travail, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit beaucoup, c'est qu'on a tué le plaisir au travail. Les pauses sont encadrées, les heures de dîner sont encadrées, la productivité. Productivité, tout est en phase là-dessus. Au niveau des employeurs, aujourd'hui, avec le système informatique, on contrôle tout. Dans les usines de couture, j'ai eu connaissance qu'on installait des terminales après chaque machine à coudre. Chaque salarié a son terminal avec ses codes. Le code pour aller à la pause, le code pour finir sa journée, le code pour aller aux toilettes. Et là, le numéro 2, on mettait, mettons, 4 minutes. Le numéro 1, c'est 2 minutes. Si tu dépasses ça, on te fait venir au bureau. On te fait venir au bureau, ce qui se passe. Es-tu malade? Y a quelque chose qui marche pas? Si t'es pour aller au menu de toilette 3-4 fois par jour, ça va nous prendre un billet de médecin. Parce que là, tu produis pas les standards. Je le vois de plus en plus dans les entreprises multinationales où c'est un siège social qui décide et qui décline ça partout, mur à mur, à travers la planète, sur une seule manière de faire les choses. Hein,
Et ça, bien évidemment, ça donne beaucoup moins de latitude aux gens. On tient moins compte de la culture. On a l'impression aussi de leur imposer des choses qui ne cadrent pas nécessairement avec leurs valeurs ou leur logique à eux là-dessus. Moi, je suis intervenante, je suis comme préposée aux bénéficiaires, mais vu qu'ils sont chez eux dans leur appartement, on appelle ça intervenante. Nous, on est là pour eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis on est là pour leurs besoins, les lever, les bains, ils ont des bains tous les jours. La direction, dans le fond, de où est-ce que je travaille, elle change des règles, c'est elle là-bas, c'est elle qui décide. Tu sais, avant, il y avait plus de lousse puis de conciliation travail-famille. Mais là, maintenant, là, t'arrives 5 minutes en retard, là, 3 fois 5 minutes, dans le fond, t'es suspendu. Je trouve que c'est trop radical de changer comme ça. Elle voulait faire installer un punch à l'entrée, digital, qu'on puisse rentrer puis que voir si on arrive en retard ou quelque chose comme ça. Mais il y a tellement... C'est pas ça le problème premier à la résidence. De ce temps-ci, là, c'est vraiment l'absentéisme des gens. Sauf qu'à un moment donné, faut, à place de mettre l'argent de ce côté-là pour voir les retards puis donner des sanctions, essaie donc de trouver pourquoi que les personnes n'ont pas le goût de venir travailler. Pourquoi que l'ambiance est plus belle à la résidence. D'essayer de trouver des solutions à ça au lieu de, justement, essayer de sévir. Quand la santé mentale est brimée, quand on est fatigué mentalement, on se sent plus capable de suivre, on se sent qu'on nous respecte plus, on en vient à ne plus aimer notre travail, on se présente au travail à reculons, on s'absente pour n'importe quelle raison. Il y a on s'est rendu qu'on compte les journées avant les vacances, on compte les journées avant notre retraite, on part à la retraite plus rapide, on s'amuse plus, c'est fatal, fatal. Quand on s'absente pour un problème de santé mentale, on s'absente plus longtemps et ça coûte plus cher. D'ailleurs, des études ont montré que ça coûte 2 fois plus cher un épisode d'absence pour un problème de santé psychologique que pour un problème de santé physique. Près de 58 % des personnes qui présentent des symptômes dépressifs sévères ne sont pas absentées du travail. Donc, des personnes qui avaient le goût de rien faire, qui étaient déprimées, tristes à mourir, qui étaient irritables face aux autres, sont quand même présentées au travail. Et ces symptômes-là duraient au moins depuis 15 jours. On voit un nouveau phénomène qu'on appelle le présentéisme, hein? C'est-à-dire les gens qui viennent au travail même s'ils sont malades. Mais ce qu'on constate, c'est ces gens-là, parce que ça fait l'affaire de l'entreprise, hein? Ils viennent au travail même s'ils sont malades, mais qu'après un certain temps, ils constatent que la qualité de leur travail se détériore, puis que le sens et la motivation de ce qu'ils font est en train de s'altérer là aussi à ce moment-là. Donc, même s'ils ne sont pas absents, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas atteints, qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose par rapport à leur engagement par rapport au travail. S'absenter pour un problème de santé mentale, c'est pas toujours bien vu. Et souvent, au retour, on va se faire viser par des commentaires, genre « puis la vacance a bien été ». Je t'ai rencontré au cinéma hier, où des choses aussi, des blagues aussi déplacées que ça, font en sorte que la personne va hésiter la prochaine fois avant de ne pas se présenter au travail. La reconnaissance, ça se pratique au quotidien. La reconnaissance, c'est pas facile à gérer parce que quand on reconnaît quelqu'un, on risque de ne pas reconnaître l'autre personne et créer des conflits, créer de la bisbille dans le milieu. Et c'est pour ça que souvent, c'est le prétexte que les gestionnaires prennent souvent pour dire « j'en fais pas de reconnaissance parce que ça va créer des jaloux ». La reconnaissance, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit sincère, il faut qu'elle soit répétée et il faut qu'elle soit discrète. Donc, sincère, ça veut dire qu'elle s'applique, qu'elle soit vraiment perçue par la personne qui reçoit comme étant quelque chose qui vient du cœur. Nous sommes une usine de 70 salariés syndiqués. Ce qu'on fait plutôt ici, c'est des câbles d'acier. On recouvre du câble et on fabrique aussi des accessoires pour des clients. Un des actionnaires, à un moment donné, est venu sur l'heure du dîner à la cafétéria. Il nous a dit, en fait, pendant que je vous parle ici en ce moment, on est en train de signer qu'on a acheté une entreprise aux États-Unis. On est super contents. Puis ça, c'est grâce à vous autres, parce que vous êtes une grosse équipe, vous êtes là. Si vous ne seriez pas là, on ne serait pas là non plus, puis vous faites du bon travail. Les gens étaient contents, parce que ça arrive pas souvent qu'on se fait donner une petite tape dans le dos. Que le parti patronal concevait qu'on avait comme une petite part de responsabilité là-dedans, parce que oui,
on profite à faire grossir la compagnie. C'est un peu de notre sueur, de nos bras, puis tout ça, qui fait qu'il y a des personnes que ça a touché beaucoup, puis il y en a même qui ont versé des petites larmes. Je donnais une conférence à Montréal il y a quelques années. Je parlais de reconnaissance sincère. Et à la fin, une personne est venue me voir et elle me dit vous avez raison, la sincérité. La semaine dernière, c'était mon anniversaire de naissance. Puis j'ai reçu la veille une belle carte d'anniversaire de la part de la PDG de l'organisation. Et là, j'étais toute fière, ça m'a fait plaisir. Le lendemain, le jour de mon anniversaire, j'arrive au bureau, je prends l'ascenseur avec la PDG, mais elle m'a même pas reconnu. Donc là, c'était vraiment l'inverse, c'est l'effet négatif. Elle a vite réalisé que c'était une routine, c'était ce qu'on appelle un checklist. Dans l'année, il y a différentes activités de reconnaissance qui sont prévues et on les fait comme si c'était une obligation sans vraiment ressentir le besoin et sans vraiment faire sentir à la personne qu'on l'apprécie vraiment. Moi, ce que je dis souvent aux gestionnaires et comme aux collègues aussi, hein, parce que c'est pas juste au patron à reconnaître ses employés. Entre eux, ils peuvent aussi se reconnaître. Je leur dis souvent, partagez vos émotions. Dans le sens, quand vous êtes content, là, vous lisez un document, vous avez un appel, puis le client est content, ou le fournisseur, ou le patron est content, allez le dire aux gens, soyez spontanés. T'sais. Puis partagez votre joie ou bien le plaisir que vous avez eu de sentir que on a eu quelque chose de significatif ou quelque chose qui a été utile. Ça donne un carburant important pour les gens. C'est déjà prouvé en matière de santé et sécurité classique, là, les accidents, les blessures, qu'un syndicat qui est dense, qui a une bonne représentation, qui a des délégués bien enracinés qui sont actifs, ça fait un milieu de travail où est-ce qu'il y a moins d'accidents. Alors, en santé mentale, c'est la même chose. Un syndicat qui veut vraiment agir en santé mentale, c'est sûr qu'il peut négocier des choses dans la convention collective qui vont faire une grosse différence, mais il faut qu'il soit là, au jour le jour, proche des problèmes que vivent les membres là, puis capable d'aller discuter avec le superviseur, avec la direction de l'entreprise, dans un comité de relations de travail ou dans des rencontres informelles pour dire, là, il y a quelque chose qui marche pas, il faut ajuster ça maintenant. Le temps n'arrange pas les choses. Quand vous voyez qu'il y a des points chauds, je l'ai fait dernièrement dans un hôpital. On est intervenu dans un cas de conflit d'équipe. Et à la fin, j'ai rencontré l'équipe de direction, puis je leur ai dit, est-ce que vous avez d'autres points chauds comme ça dans l'équipe, dans l'hôpital? Est-ce que vous avez d'autres équipes où ça va pas bien? En l'espace de 5 minutes, ils m'en ont identifié 5 ou 6. Bien, j'ai dit, attendez pas que ça éclate. Attendez pas qu'il y ait un grief ou qu'il y ait une demande. Faites-le tout de suite. C'est important d'aller à la source pour comprendre qu'est-ce qui explique ces conflits-là. On peut toujours dire que c'est un tel... qui est pas facile, qui est grognon, qui est brouillon, puis une telle qui monte le ton un peu trop vite. Mais pourquoi, là? Qu'est-ce qui fait à la base là, que les gens se sentent dans cet état d'esprit? Quelle est la source de ces conflits-là? Quelle atmosphère on crée? Quelle surcharge on crée qui les amène à avoir ces comportements-là? Souvent, quand il est question de couper, question d'économie, on va couper du temps au niveau du nombre de réunions d'équipe. Et même, on va les faire disparaître parce qu'on dit c'est ennuyant, on n'y se passe rien. Au contraire, les réunions d'équipe, c'est l'ABC de la gestion. Très concrètement, ce qu'on a fait avec un gestionnaire dernièrement, c'est de s'entendre qu'il y avait d'abord, au début de la réunion, une demi-heure qui était consacrée à du dialogue sur le travail. Qu'est-ce que vous avez fait? Où vous en êtes rendu? Quelles sont les problématiques rencontrées? Quels sont les bons coups aussi? Qu'est-ce qui a bien marché? Donc, ouvrir la réunion en parlant du travail. C'est pas vrai que ça coûte cher s'intéresser à la prévention des problèmes de santé psychologique au travail. La première chose à faire, c'est d'en parler. Ne pas nier le problème, pouvoir dire ce qu'on ressent, pouvoir dire les difficultés qu'on vit et voir de quelle façon on peut ensemble trouver des solutions pour y remédier. Quand la charge de travail, quand les moyens pour faire le travail de qualité ne sont plus là, quand on n'arrive plus dans les délais. Donc, il faut être en mesure, quand les ressources sont insuffisantes, il manque de personnel, il faut être en mesure d'en parler à notre supérieur, à notre représentant syndical. Ce qu'il faut aussi amener les gens à faire dans les syndicats, c'est de documenter, de collecter des données qui pourront permettre de traduire avec des faits une réalité qui devient là, inacceptable ou intolérable. Dans le monde du travail, il y a un employeur qui, à un moment donné, on parlait beaucoup. Les gens se plaignaient beaucoup du comportement du directeur, d'un directeur de production. Les gens s'en plaignaient beaucoup, puis c'était...
Régulier, c'était récurrent, paroles désagréables, des gestes désagréables, des menaces, constamment. Les gens se plaignaient beaucoup. Jusqu'à temps que le syndicat prenne le dossier en main, disent il s'est trouvé une équipe de travailleurs, de confrères de travail qui étaient prêts à s'impliquer aussi, et ont décidé d'appuyer le syndicat. Et puis chaque personne s'est mise à écrire. On écrit systématiquement tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, ce qui s'est produit, heure, date, événement, les paroles, puis les paroles précises. Mais quand on a déposé tous les dossiers complets, les gens les ont signés. C'est extraordinaire. Ce directeur de production-là a perdu sa job. Il a été congédié. 2 autres contremaîtres aussi ont été congédiés pour les mêmes comportements parce que 2 contremaîtres étaient cités aussi constamment dans les dossiers. Mais c'est pour dire que quand on se regroupe, qu'on forme un groupe solidaire puis qu'on y croit, tout le monde ensemble, puis qu'on s'en va dans la même direction, bien, quand ces gens-là ont été rencontrés par l'employeur pour une enquête, là, ils ont tenu leur bout, ils ont dit réellement ce qui s'était passé, ils n'ont pas eu peur. Il y en a qui perdent une jambe, il y en a qui perdent un bras, une main, il y en a qui perdent un œil, des chantiers, ou peu importe le travail que tu fais. Ben moi, j'ai été brûlé par en dedans. Pas à dire, là. Je suis pas le style de gars à connaître ça, mais j'ai été brûlé par en dedans. C'est à cause de ça, aujourd'hui, je suis plus capable de retourner travailler. J'ai obligé de prendre des médicaments parce que mon anxiété est en cours, là. Puis j'ai passé en avant d'un juge qui était sévère. J'ai gagné ma cause. J'ai un jugement qui est de 75 paragraphes, puis il me donne raison. Quand on rencontre un travailleur ou une travailleuse, là, ce qui est important, c'est de l'écouter. Ça, c'est la première étape. Parce que si on ne l'écoute pas, on la perd. Parce qu'elle se fait déjà juger par d'autres personnes. Donc, la première étape, il faut l'écouter. 2, lui dire, je vais réfléchir à tout ce que tu m'as dit. 3, je vais aller vérifier, je vais faire des petites vérifications, on va faire des grosses vérifications. Puis 4, je vais te revenir. Tu vas avoir un suivi. Je vais m'en occuper. Je veux que tu saches que je suis là, puis je m'en occupe. Moi, j'ai eu besoin des experts, d'un psychiatre. Ça coûtait 3 500 $. Ils me l'ont payé. Si j'aurais pas été syndiqué, j'aurais pas été capable. Puis c'est prendre des... On sait pas comment ça va sortir avec un psychiatre. On n'a aucune idée comment ça va sortir. J'ai besoin d'un avocat. Ça, c'est à 200 $ à l'heure. Ça m'a rien coûté. Dans une organisation, l'humain, c'est la matière première. Et quand on veut travailler, quand notre matière première s'appelle la machine humaine, il faut la respecter comme on respecte les autres machines, les machines électroniques, les machines mécaniques. Dans des salles de machines, par exemple, on s'intéresse beaucoup à contrôler l'humidité, contrôler la température, parce qu'on sait que s'il y a une variation trop importante, les résultats ne seront pas bons ou encore la machine va se briser. Même chose pour l'entretien préventif des moteurs dans une grosse installation industrielle. Mais on ne fait pas ça pour l'humain. Mais les entreprises qui ont compris ça le font. Et non seulement ils ont moins de problèmes de santé psychologique, mais ils ont également plus de productivité. Les principaux effectifs pour travailler avec les personnes qui sont en besoin, c'est nous autres. C'est nous autres comme employés. Si on prend soin de nous autres, on va prendre soin des autres aussi après. Alors, si on est justement encourageant, supportant avec nous autres, si justement on nous aide à tenir ce travail-là, c'est qu'à quelque part, on va en donner encore plus parce qu'on vient là, parce qu'on aime notre travail. Je pense en effet que la qualité de vie au travail va être un levier important qu'on va voir dans les années à venir, au même titre qu'on l'a fait au niveau de l'écologie ou du développement durable. Rappelez-vous, il y a 20 ans, quand on parlait de ça, on disait « Non, c'est pas efficace, c'est pas rentable, ça va prendre trop de temps, on sait pas comment faire, etc. » On a tous les arguments pour dire aux entreprises « Il faut pas aller vers là. » Alors qu'aujourd'hui, elles y vont. Ben, je dis un peu la même chose. Pour moi, la qualité de vie au travail, c'est ce que j'appelle le prochain virage vert des entreprises. C'est le virage que les entreprises vont prendre parce qu'elles ont 2 défis, améliorer la santé des gens puis continuer à être performants comme organisation aussi.